On s'est sûrement tous déjà posé la question, une forêt vraiment dense, avec plein de feuilles, est-ce que ça boit beaucoup plus d'eau qu'une forêt un peu plus dégarnie? L'intuition nous dit que oui, évidemment, plus de feuilles, plus de soif. Mais on va voir que la réalité, surtout dans nos forêts du Québec, est pas mal plus nuancée. C'est une image forte, hein? Une forêt dense, c'est un peu comme une grosse éponge qui aspire l'eau du sol. C'est logique de penser qu'elle en consomme pas mal plus qu'une forêt où les arbres sont plus espacés. Mais est-ce que cette idée, aussi simple soit-elle, tient vraiment la route quand on la confronte à la science? Justement, c'est la question que des scientifiques d'ici, de l'Université du Québec en Outaouais et du ministère des Forêts se sont posées très sérieusement. Ils ont mené une étude vraiment poussée sur une grande partie du sud-ouest du Québec pour aller au fond des choses. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle du concept clé, l'indice foliaire. C'est le terme que les scientifiques utilisent pour mesurer, au fond, à quel point une forêt est touffue. C'est un chiffre qui nous dit si on a affaire à beaucoup de feuillage ou pas. Pour que ce soit bien clair, imaginez ça. On délimite 1 mètre carré de terrain dans la forêt. On ramasse absolument toutes les feuilles des arbres qui se trouvent au-dessus de ce carré et on les étale par terre. Si on arrive à couvrir le sol une seule fois, l'indice c'est de 1. Si on peut faire 6 couches complètes, l'indice c'est de 6. C'est une image toute simple pour comprendre ce que ce chiffre veut dire. Bon, maintenant, comment l'équipe de recherche s'est prise pour mener son enquête? Parce qu'on s'entend, ils ne sont pas allés compter les feuilles une par une. Ça implique des technologies assez avancées et des simulations par ordinateur. Voici les grandes étapes de leur travail. D'abord, ils ont utilisé des données satellites pour obtenir une carte de l'indice foliaire de toute la région. Ensuite, ils ont divisé la forêt en 3 grandes familles, les feuillus, les conifères et les forêts mixtes. Et finalement, ils ont rentré toutes ces infos dans un modèle informatique canadien très puissant qui s'appelle CLASS pour simuler comment le cycle de l'eau réagit à ces différentes densités de feuilles. Une des astuces qu'ils utilisent, c'est de ne pas analyser chaque espèce d'arbre individuellement. Ce serait beaucoup trop compliqué. À la place, ils les regroupent en ce qu'on appelle des types fonctionnels. En gros, c'est un peu comme quand on trie notre lavage. On met les couleurs ensemble, le blanc ensemble. Ça simplifie énormément le travail tout en gardant l'information essentielle sur le rôle de chaque groupe dans l'écosystème. Et on arrive maintenant au résultat. C'est ici que ça devient vraiment intéressant parce que notre fameuse intuition de départ va être un peu bousculée. Les données ont révélé des choses assez surprenantes. La toute première surprise, c'est la suivante. Il y a plus de différences de densité de feuilles à l'intérieur d'une même catégorie de forêt qu'entre les catégories elles-mêmes. Pour le dire simplement, 2 forêts de feuillus peuvent être plus différentes l'une de l'autre que la moyenne de toutes les forêts de feuillus comparée à la moyenne de toutes les forêts mixtes. Le chiffre est même très précis. La variation au sein d'un même groupe est 1,7 fois plus grande que la variation entre les groupes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme de découvrir qu'il y a plus de différences de taille entre 2 personnes choisies au hasard au Québec qu'entre la taille moyenne des Québécois et celle des Ontariens. Et quand on regarde les moyennes, on comprend tout de suite pourquoi. L'indice foliaire moyen pour les forêts de feuillus est de 6,6. Pour les forêts mixtes, il est de 6,3. C'est presque pareil. Ça confirme que, en moyenne, la densité de feuilles est très similaire entre les 2 grands types de forêts qui dominent le paysage québécois. D'accord, les densités moyennes se ressemblent. Mais la vraie question, celle qui nous intéresse depuis le début, c'est est-ce que ces petites variations changent quelque chose à la quantité d'eau que la forêt utilise et retourne dans l'atmosphère, ce que les scientifiques appellent l'évapotranspiration? Et là, attention, voici la réponse qui change tout. L'impact de toutes ces variations de densité de feuilles sur la consommation d'eau totale de la forêt est de moins de 2%. C'est minuscule! Ça veut dire qu'une fois qu'une forêt atteint un certain niveau de densité, rajouter encore plus de feuilles ne la rend pas vraiment plus gourmande en eau. Les chercheurs le disent eux-mêmes dans leurs conclusions. Si on traduit ça en langage de tous les jours, ça veut dire qu'à grande échelle, la densité précise des feuilles n'est pas le facteur le plus important pour comprendre comment l'eau bouge dans nos forêts. Il y a d'autres choses qui comptent bien plus. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? On pourrait se dire qu'un résultat qui conclut que quelque chose n'est pas important, c'est un peu décevant. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est une excellente nouvelle, surtout pour ceux qui travaillent sur les modèles climatiques. Ce que cette recherche nous montre, c'est que notre idée de départ, celle qui dit plus de feuilles égale beaucoup plus de soif, eh bien, elle ne s'applique pas vraiment dans le contexte de nos forêts qui sont déjà très denses. C'est comme si la relation entre le nombre de feuilles et la consommation d'eau atteignait un plafond. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que les scientifiques qui bâtissent les modèles pour prévoir le climat du Québec peuvent simplifier une partie de leur travail. Pas besoin de connaître l'indice foliaire de chaque petit coin de forêt au 10e près, une valeur moyenne fait amplement l'affaire.
Ça rend les simulations sur l'ordinateur plus rapides, moins chères, et ça permet de concentrer les efforts sur les facteurs qui ont un vrai impact, comme la température et les pluies. Finalement, on a souvent l'impression que la science est là pour tout compliquer, mais cette étude, c'est un parfait exemple du contraire. Des fois, la science nous montre où on peut simplifier, où la nature, elle-même, nous offre un raccourci. Et découvrir cette simplicité au cœur d'un système aussi complexe qu'une forêt, c'est quand même assez fascinant, non?